Sarano est enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille et elle a fait tout un travail avec des étudiants pendant de longs mois à la gare Franet et au plan de la Tour, et elle va nous exposer une partie de son travail. Merci. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est pas la première page, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait le titre. Alors déjà, je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invité et aussi doublement, d'une part par rapport au territoire aussi dont on va parler, puisque actuellement nous travaillons sur le massif des Morts et cette année nous travaillons sur la commune de Plante de la Tour justement. Donc je suis architecte et urbaniste. Je suis également diplômée en histoire de l'art à la Sorbonne et je suis aussi partie, je suis retournée faire des études vers l'âge de 30 ans aux États-Unis, à l'université de Columbia, pour s'ouvrir encore sur d'autres cultures, et j'ai travaillé aussi au Japon, en Angleterre et aux États-Unis. Et donc j'ai également commencé à enseigner en fait aux États-Unis puis à Paris avec une enseignante, une professeure, la professeure Dominique Rouillard, qui est justement spécialiste aussi de ces questions de patrimoine et qui a publié il n'y a pas longtemps justement le patrimoine de la langue, qui est aussi très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en fait parler du patrimoine, partir du patrimoine pour parler de l'avenir en fait. Et c'est ça qui est un petit peu le sujet là. Merci. Et donc je vais en fait vous proposer quelques indices qui pourraient être aussi des hypothèses de travail, devenir des hypothèses de travail, à partir aussi du travail que je fais de recherche-action, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans la recherche-action, c'est qu'elle a un peu commencé avec pour définir un peu cette spécificité de recherche-action et aussi pour comprendre l'intérêt son intérêt aujourd'hui. Elle a commencé plutôt dans la première partie du XXe siècle. C'est des chercheurs qui souhaitaient accompagner des populations pour les amener à réfléchir à certains sujets. Donc il y a une dimension vraiment d'investissement. On a vu que, en fait, précédemment, avec la chartreuse de la Verne, je pense que la dame qui vous a présenté, peut-être que si on lui offrait l'opportunité de voyager dans le temps, on atteindrait le sommet. Donc là c'est pas une recherche qui se fait sur un temps passé, c'est une recherche qui est dans le présent, pour changer le présent, en fait, dans la recherche-action. Ça veut dire que quelque part, le chercheur, il est complètement investi dans son objet, il est en relation avec les personnes aussi qui l'étudient, et il y a une sorte d'accord, du coup, qui est prise entre les personnes et puis le chercheur sur des objectifs, et comment ces objectifs, après, on peut les tenir ou pas, et on voit comment on évolue, et comment on les évalue, et on réajuste. Et donc, dans la recherche-action, évidemment, il y a une dimension éthique, il y a une prise de position aussi. Donc on est un peu loin, entre guillemets, du chercheur qui est dans son laboratoire, qui doit être à distance de son objet, mais ça reste quand même de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la recherche, les formats de recherche sont actuellement en pleine évolution, et cette recherche-action reprend de l'importance aujourd'hui, et il se rajoute une autre dimension qui est la dimension projet. Donc moi je suis architecte, j'appartiens à une discipline qui est celle de l'architecture, c'est ma formation de base, même si après j'en ai eu d'autres. Et cette discipline peut, depuis à peu près 20 ans seulement, avoir des doctorats d'architecture. Avant on devait faire un doctorat en histoire ou en aménagement, mais en fait notre discipline n'était pas reconnue comme discipline scientifique.
par rapport à tous les codes, etc., les différents codes. Alors déjà, il y a bataille entre les disciplines dures, l'ingénierie, puis les disciplines des sciences humaines, etc., etc. Et nous, notre discipline, elle est à l'interface de l'histoire, de la géographie, des sciences humaines, de l'anthropologie, de l'ingénierie, etc., etc. Et donc, c'est intéressant de la considérer comme ça. Mais notre spécificité, c'est de faire du projet. Avec les urbanistes, les paysagistes et les designers sont les 4 disciplines du projet par rapport aux autres disciplines. C'est ce qui nous caractérise. Et faire du projet, c'est se projeter en avant. C'est voilà, imaginer, anticiper, voilà, imaginer la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de projet, c'est à la fois un objectif, c'est aussi une démarche, faire projet, et c'est aussi une production finale. Voilà. Et donc, et puis c'est aussi une manière d'évaluer. Donc ce même mot, il est utilisé pour à la fois parler de quelque chose qui est bâti, construit, autant qu'une démarche, autant qu'un désir. Voilà. Donc c'est intéressant de cette notion de projet, de pouvoir aussi s'en saisir. En tout cas, ça passe par la conception, pas seulement, je dirais, l'imagination. Voilà. Et en tout cas, tout projet architectural est une transformation du réel. Donc, je vous laisse faire les liens entre recherche-action, qui avait déjà cette volonté de transformer le réel, et le projet lui-même. Et donc, actuellement, dans les évolutions de la recherche, le projet devient un outil pour faire de la recherche. Alors, dans certaines conditions, bien sûr, et c'est aussi ça qui est intéressant, comment on peut faire de la recherche par le projet, et comment le projet peut aussi devenir une recherche. Ah oui, c'est moi qui passe par là. Alors, je voulais juste commencer par entrer dans ces questions-là, par la notion de patrimoine. Donc, voilà la définition donnée par l'UNESCO. Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui. Et que nous transmettons aux générations à venir. Donc là, ça prend tout de suite une autre dimension et on sent qu'il y a peut-être une opposition entre profiter et transmettre. Nos patrimoines culturels et naturels. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir cette double dimension, culturelle et naturelle, sont 2 sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est ce lien entre culturel et naturel. La notion d'irremplaçable engage la question de la conservation et de la protection comme réponse potentielle, mais peut-être qu'il y en a d'autres encore. Et puis la notion d'inspiration, elle m'intéresse pour l'avenir. J'arrive à aller dans le bon sens. Voilà. Il continue la définition en disant « Le patrimoine inclut les œuvres qui ont une valeur universelle exceptionnelle, alors là, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science, que ce soit des monuments ou des ensembles, ou du point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique. » Tout est ainsi inclus. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'il y a 2 valeurs. Une valeur d'usage, celle dans le sens de profiter, voilà. Irremplaçable, alors l'usage, la question de l'usage, c'est l'usage pour la vie. Alors là, ça prend tout de suite une autre dimension. C'est utile pour la vie. Ah, alors, est-ce que l'air ne serait pas du patrimoine aussi? Et d'inspiration, pourquoi? On va voir. Et puis les valeurs à transmettre aux futures générations. Notion qui évoque une valeur de maintenabilité, c'est-à-dire aussi de pouvoir le transmettre, donc dans quel état je le maintiens pour le transmettre. Donc la question principale aujourd'hui est quand même la maintenabilité de la vie terrestre.
Donc si je resitue le patrimoine dans cette question de comment maintenir l'habitabilité terrestre, qui est la question qui nous préoccupe tous et qui est finalement notre projet. C'est le projet qui nous réunit, cette habitabilité terrestre. Pardon. Voilà. Et donc, on peut considérer que la Terre est notre patrimoine. Et donc, ce que je propose dans mes travaux à réfléchir, à faire, c'est de remplacer profiter. Parce que profiter du patrimoine, c'est un peu étrange comme terme. Et profiter du patrimoine, c'est peut-être d'abord en prendre soin. Et donc, par extension, prendre soin de la Terre. Et donc, à ce moment-là, le patrimoine prend complètement une autre dimension. C'est aussi ménager au lieu d'aménager. La notion du ménagement est aussi très importante pour nous permettre de penser l'avenir. Et puis, il y a la notion d'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les interrelations entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, entre le patrimoine bâti et les milieux. Je n'utilise pas le terme environnement, parce que environnement, c'est ce qui nous environne. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis là et il y a le reste autour. Alors qu'en fait, dans l'écosystème, c'est toute une question d'interrelation. Et c'est ces interrelations-là qui sont intéressantes. Et considérer le patrimoine aussi en termes d'interrelation, et notamment d'interrelation entre le bâti et son environnement, est aussi une piste de réflexion. Et puis finalement, ce sont aussi les synergies que je vais expliquer, qui sont... Voilà, tout ça est très très loin de profiter. Si je parle de synergie, ça veut dire qu'on est dans l'échange. En fait, dans la synergie, c'est des interrelations qui sont profitables à chacun, ce qui forme un tout au final. Donc, si la Terre est notre patrimoine, et il y en a certains qui ne veulent pas utiliser le mot planète, qui utilisent le mot Terre, parce que si on pense planète, après on pense système solaire, on pense univers. Mais bon, pour l'instant, la seule Terre qu'on a et où on peut habiter, c'est la nôtre. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est les synergies entre les bâtiments, les modes de vie et la nature. Et donc, de réfléchir quels sont les modes de vie qui nous permettent de vivre, en fait, comme des écosystèmes. Donc, si la Terre est un patrimoine, comment pouvons-nous apprendre du patrimoine existant pour penser l'avenir? Pour imaginer l'avenir. Parce qu'il y a tellement d'incertitudes, les voies qu'on a prises n'ont pas obligatoirement toutes abouti, donc la question reste posée. Et peut-être il y a beaucoup déjà de réponses dans le patrimoine. Ce qui est intéressant aussi de réfléchir, c'est quel projet on peut faire avec le patrimoine, dans le sens de projet et patrimoine, jeter en avant, imaginer l'avenir. Donc c'est qu'est-ce que je peux apprendre du patrimoine, qu'est-ce que le patrimoine peut m'apprendre, mais aussi qu'est-ce que je peux faire avec le patrimoine, pas comme un objet que je ne ferai, dont je n'aurai qu'une relation de lecture ou d'apprentissage, mais aussi le patrimoine, on habite avec, on vit avec. Donc, je vais vous proposer plusieurs indices, plusieurs hypothèses. Et le premier indice, c'est le temple d'Ise au Japon, qui est aussi un sanctuaire très important, peut-être le plus important sanctuaire du Japon, où d'ailleurs il y a un sanctuaire qui est dédié, une partie du sanctuaire qui est dédiée au soleil et l'autre partie qui est dédiée à la nourriture. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un sanctuaire, je vais reprendre mes notes là, cette fois-ci, qui est dans un parc national. C'est un sanctuaire shinto, donc c'est un rapport à la nature très fort dans cette religion, où la nature est sacrée.
Et ce sanctuaire, il a été bâti dans les années 690, mais ce n'est pas du tout celui que vous voyez là actuellement. Et ce que vous voyez, on pourrait faire le jeu des 7 erreurs, en effet, c'est 2 fois le même. Parce qu'en fait, ce sanctuaire, il est très grand, mais dans cette partie-là, vous avez 2 parcelles qui sont identiques, voilà, au milieu de la forêt. Et là, on est à un moment très particulier de 2013, parce qu'en 2013, ils ont, comme tous les 20 ans, reconstruit en fait tous les bâtiments. Donc il y a un premier terrain sur lequel les bâtiments sont construits. 20 ans plus tard, on reconstruit les bâtiments sur le deuxième terrain, et 20 ans plus tard, on les reconstruit, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on en est en 2013 à la 62e fois, depuis l'an 690, que ces bâtiments, que ce sanctuaire religieux est reconstruit. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tous les 20 ans? Alors je vous la pose. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi tous les 20 ans? Ça correspond à une génération humaine? Non. Non. Le cycle cosmique? Non. Mais une génération, oui et non, mais pas humaine. La nature, l'usure des matériaux? Non. Les animaux? C'est très pragmatique. C'est la génération d'arbres qui vont servir à construire le temple. Donc il faut 20 ans pour que les arbres qui sont concernés puissent... Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les instructions ont été laissées pour construire à l'identique le temple. Donc, il y a toutes les instructions, ça veut dire que aucun des savoir-faire ne sont perdus. Et ça veut dire qu'ils savent très bien. Si on nous demandait, voilà, on l'a bien vu, à reconstruire Notre-Dame, un certain nombre de nos monuments, si on nous demandait de les reconstruire, même si je prends par exemple le Toronnet, etc., c'est pas si simple que ça. Donc ce qui est transmis là, puisqu'on parlait que le patrimoine est une transmission, on transmet comment faire. Et on le fait. C'est-à-dire qu'on apprend du bâtiment, de ce patrimoine, en le refaisant. Donc pour les Japonais, c'est leur patrimoine le plus important. Et puis peut-être que, enfin, c'est très surprenant pour nous, mais pour eux, ils peuvent se dire comment ils ne savent même pas reconstruire Notre-Dame. Voilà. Donc il y a les instructions précises qui sont données. Et alors après, ce qu'on peut aussi se poser comme question, alors vous voyez, c'est des assemblages de bois assez imposants, où il n'y a pas de vis, bien évidemment. C'est des assemblages, en fait, qui sont assez élaborés, parce que c'est des emboîtements qui demandent une très grande précision, et après, on ne voit plus. Une fois que c'est emboîté, on ne voit plus, en fait. Donc, c'est un montage vraiment très, très, très intelligent, très subtil, qui ne demandait pas d'informatique, mais qui est quand même très très élaboré. Et toutes ces pièces-là, une fois qu'elles sont démontées, puisqu'ils ne les reprennent pas pour construire à côté, hein, ils prennent des nouvelles pièces et ils refont de A à Z. Donc qu'est-ce qu'ils font des anciennes pièces? C'est qu'ils les utilisent pour les temples, parce qu'il y a d'autres temples qui, eux, ne sont pas remontés tous les 20 ans, pour réparer les autres temples. Donc ce patrimoine, en même temps, il nous parle de recyclage, il nous parle de réutilisation, il nous parle de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a produit, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors ça c'est une image plus ancienne, mais on voit c'est exactement la même chose. Donc en fait, vous voyez la même chose que ce qui a été vu au cours des siècles. On peut dire, oui, en effet, que Notre-Dame de Paris, je vois la même que Victor Hugo, même s'il y a eu des changements, etc., voilà, que plein de rois de France ont vu la même Notre-Dame de Paris que moi. Et bien là, le temple, c'est le même, mais c'est pas le même. Et donc c'est intéressant parce que finalement, le patrimoine n'est pas l'objet en soi, mais le processus et le savoir-faire. Et c'est aussi savoir le faire, c'est-à-dire que c'est une recherche de la pérennité de l'action de construire, en fait. Donc, et en même temps de savoir qu'est-ce que je fais de ce que je détruis. Donc, il
il n'y a pas d'architecte des bâtiments de France, puisque de toute façon, il y a le mode d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que rien n'est perdu et que finalement, cette dimension sacrée, elle peut se vivre par des cérémonies tous les 20 ans. On peut venir voir la construction. Enfin, moi, j'aurais adoré aller voir la construction aussi, Notre-Dame de Paris. Donc là, on peut vraiment y assister. Donc c'est un rapport au patrimoine très japonais, évidemment, mais qui est très intéressant parce qu'il questionne, et c'est pour ça, pour moi, c'est un indice qui est celui de... alors là, on voit, à un même moment, ils sont en train de défaire l'ancien temple, hein, puisqu'ils viennent de refaire les deux nouveaux. On voit bien les deux parcelles, donc ça a été défait. Sur le site, il ne reste qu'un tout petit élément qui est, comment dire, l'assise pour un des poteaux principaux du principal bâtiment. Ça permet de bien repérer où c'est. Donc c'est la seule chose qui reste. Donc c'est intéressant, on peut venir au moment où ils se reconstruisent, on peut venir au moment où c'est vide. Ce qui est, voilà, le premier indice serait de rechercher dans le patrimoine, de pérenniser l'action qui a été faite dans ces patrimoines, de transmettre aussi avec l'acte de bâtir, et d'avoir finalement conscience du temps, parce qu'ils ont du coup conscience du temps que ça a pris pour être construit, conscience du temps que ça dure, conscience du temps que les arbres mettent à pousser pour pouvoir devenir bâtiments. Donc c'est conscience je dirais, c'est presque une conscience transcalaire du temps, de différentes échelles de temps. Parce que c'est ça aussi le patrimoine, c'est l'échelle du temps, c'est notre rapport à nous, parce que voilà, si on se met à tracer une ligne et qu'on met la création de la Terre, les hommes ils sont tout petits sur la ligne, on n'arrive même pas à le voir, quoi. C'est aussi une conscience de l'espace, puisqu'il y a les deux territoires, il y a les deux parcelles, et puis c'est une conscience des matériaux, à la fois les assemblages, les modes de construction, la durée, comme je disais, pour que les arbres grandissent, etc. Donc ce temple d'Issei au Japon, je vous invite à aller voir, qui est vraiment étonnant, et notre premier indice. J'ai pris un deuxième indice, qui est l'arbre colonne de Kitayama. Alors, je reste un peu au Japon, j'y ai vécu au Japon et j'ai beaucoup appris. Donc ce sont des arbres très particuliers. C'est une forêt qui se trouve dans un village au nord de Tokyo. Les arbres sont des conifères qui s'appellent des suji en japonais, mais qui sont de la famille des cryptomères. Voilà. Et ces arbres, en fait, dans ce village, ces arbres finalement constituent ce qu'ils appellent un paysage culturel. Alors ça, je pense que c'est aussi un patrimoine dont on parle peut-être pas assez, c'est le patrimoine des paysages culturels. Et c'est intéressant de voir les liens très forts entre les modes de construction et les types d'exploitation de la forêt, enfin la sylviculture. Et comment, en fait, il y a des liens très très nets entre la manière dont on s'occupe de la forêt, les types d'arbres, les savoir-faire pour gérer la forêt et les savoir-faire constructifs. Et tout est relié, tout fait sens. Et finalement, la manière de construire permet d'entretenir la forêt. Et c'est aussi, de manière très symbolique, la place de la colonne. Alors, la place de la colonne, parce que habiter, c'est commencer par s'abriter. Alors, s'abriter, c'est déjà le toit, c'est-à-dire que déjà, il faut soutenir ce toit. Et donc, la colonne, c'est aussi se dresser, ce que nous sommes redressés. Donc, les pieds sur terre, la tête dans le ciel, et se rappeler qu'on est le lien entre le ciel et la terre, c'est très japonais, c'est aussi une méditation, c'est une manière d'habiter. Et donc au centre des maisons japonaises, vous avez cet espace qui s'appelle le tokonoma, avec cette colonne importante, à côté de laquelle on va trouver en général une pensée philosophique, religieuse, un bouquet de fleurs,
des objets un peu précieux, mais pas tant que ça. Et c'est pratiquement le seul endroit d'une maison traditionnelle japonaise qui a une fonction. Le reste, ça peut prendre toutes les fonctions qu'on veut. Il n'y a pas la cuisine d'un côté, la chambre de l'autre, le salon, etc. Toutes les pièces changent. Et c'est le centre, en fait, de la maison. Et vous voyez, c'est là où le plus important, la plus importante pièce de la maison, eh ben, c'est cette colonne, un peu peut-être en référence aussi aux arbres, etc. Et donc, la question, c'est comment, en fait, cet arbre devient un poteau. Et comment, en devenant un poteau, finalement, il y a une manière d'entretenir la forêt. Alors, ces arbres très précieux sont, vous voyez, travaillés sur place. Il y a toute une série de méthodes de récolte, enfin d'entretien et de récolte, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais ce que vous voyez à gauche, ici, c'est ce qu'ils appellent l'arbre mère. Ce qu'ils estiment être le premier arbre, c'est surtout l'arbre qui contiendrait l'ADN de cette famille d'arbres, de cette essence. Et donc, finalement, pour eux, leur patrimoine, et c'est pour ça qu'ils l'ont entouré de cette corde, c'est cet arbre-là. Le patrimoine est autant l'arbre que la manière, après, de récolter. On va voir aussi la manière de les travailler, mais aussi, ils travaillent aussi sur toutes les autres couches de végétaux qu'il y a autour, toute l'organisation, le climat, etc., pour que cette forêt puisse continuer à vivre. Donc la connaissance, en fait, à la fois de ce milieu vivant, et génère la connaissance pour savoir construire leur abri après. Donc voilà, ça c'est des dessins qui expliquent par rapport à la colline les différentes couches de végétaux, etc. Donc il y a une vraie, magnifique vallée. On n'est pas loin de Tokyo. Et voilà à la fois ces colonnes, vous voyez, la série de colonnes, et puis ces arbres. Alors ces colonnes, il y a tout un traitement particulier qui fait qu'il n'y a absolument pas de conservateur dans de traitement pour maintenir l'arbre, pour pas qu'il y ait d'animaux, etc. Donc ça aussi, c'est très important. Donc finalement, construire, c'est aussi entretenir la forêt. Ça permet de restaurer tout leur patrimoine bâti aussi. C'est conserver l'ADN original d'une essence. C'est faire aussi une économie, parce que du coup, il y a une économie qui est liée à la fois à la forêt, aux méthodes constructives, etc. Et donc, c'est pour ça que ça devient un paysage culturel. Et puis, c'est un fonctionnement à la fois en circuit court, parce qu'ils arrivent à produire du bois pour construire autour, mais en même temps, j'ai dit transcalaire à nouveau, parce que c'est une grande source d'inspiration pour beaucoup. Donc ce lieu, un certain nombre de concepteurs et de sylviculteurs viennent pour aussi s'en inspirer. Donc le patrimoine, c'est la dimension de l'inspiration, elle est bien aussi quand le patrimoine est vivant, que c'est finalement un patrimoine vivant. Donc ça, c'était l'indice numéro 2. On va changer de pays pour l'indice numéro 3. On part cette fois-ci au Bangladesh. Alors le Bangladesh est aussi, comme vous le savez, un pays extrêmement pauvre, un des plus pauvres de la planète. Et paradoxalement, et en même temps qu'il y a beaucoup d'inondations, beaucoup de problèmes d'inondation, donc quelque part ils ont quand même de grands savoirs au niveau de la gestion de l'eau, des inondations, des grandes pluies, etc. Et puis, ils ont tout un savoir constructif en terre et en bambou. Sauf que, avec le temps, ce patrimoine-là et ces savoirs-là ont été en quelque sorte décrédibilisés, désactivés, parce que, voilà, si on est riche, eh bien, on construit en parpaing, en béton, et puis si on est pauvre, eh bien, on va construire en terre. Et donc, il y a aussi, dans ce rapport-là au patrimoine, et là, c'est peut-être parler du patrimoine banal, versus, on va dire, par exemple, je vous ai parlé de Notre-Dame de Paris comme parler de patrimoine, mais on pourrait dire qu'il y a le petit patrimoine local et aussi un patrimoine important. Et donc, cette question de qu'est-ce qui fait patrimoine
en termes de qualité de bâtiment, qualité de programme, est aussi importante, et que suivant les époques, on l'a quand même beaucoup décrédibilisé un certain nombre de patrimoines, tout en gardant des images, comme il y a l'image de la maison provençale, alors que c'est plus du tout provençal. Donc c'est une relation assez faussée au patrimoine. En tout cas, là-bas, dans ces pays pauvres, ils avaient des savoir-faire constructifs importants, ils avaient ce patrimoine en terre totalement décrédibilisé. Et puis il y a une jeune femme autrichienne qui s'appelle Anna Ehringer. Cette jeune femme, elle a travaillé dans des ONG très jeunes, 16, 17, 18 ans, et elle est partie donc au Bangladesh pour travailler dans ces ONG. Et là, elle s'est dit, elle voulait faire quelque chose, hein, très engagée, et elle s'est dit finalement la clé, c'est pour ces pays pauvres, c'est vraiment l'architecture. C'est pour ça qu'elle a choisi d'être architecte. Il y a des architectes qui s'intéressent aux pays pauvres parce que bon, c'est un challenge différent en termes d'architecture, mais ils s'y intéressent du point de vue de l'architecte. Elle s'y intéressait du point de vue de femme engagée. Et donc, voilà, elle a continué à travailler avec les ONG pendant son diplôme. Elle a rencontré un artiste, Rudy Bor, qui travaillait beaucoup la terre, mais d'un point de vue d'artiste. Voilà. Il lui a beaucoup enseigné. Elle a continué à aller au Bangladesh. Et puis, on la voit de dos, je suis désolée parce que la photo n'est pas excellente. Donc ça, c'est un mur en poge. Il y a 5 techniques de construction en terre. Et pour une des ONG, elle a proposé de construire une école dans un village. Alors, il y avait double intérêt à construire dans ce village. C'était pour éviter aux populations de partir vers les villes où ils seraient encore plus pauvres que dans les campagnes. Et pour maintenir cette population, il leur fallait aussi l'école. Et donc, elle a construit l'école avec les habitants, avec la terre locale, avec le bambou local, avec, vous voyez ici, les buffles locaux. Donc là, ils sont en train de mélanger la terre avec de la paille. C'est le principe de la boge. Hein. Et donc, elle l'a construit avec les enfants de l'école, tous les villageois. Il y a eu c'était intéressant parce que ça a revalorisé ce patrimoine en terre et ils se sont remis aussi à non seulement s'intéresser, à être fiers d'avoir des bâtiments en terre, et aussi à leur montrer comment construire certaines choses. C'est-à-dire qu'elle avait prévu des manières de construire, ils sont venus lui expliquer, non, peut-être il faudrait construire comme ça. D'accord. Et du coup, il y a c'est un mélange, c'est une association entre ses savoirs à elle, les savoirs locaux patrimoniaux. Et donc, ça, c'est vraiment passionnant. Un certain nombre d'habitants se sont formés comme ouvriers sur le chantier et du coup, ont pu continuer à construire, donc sans elle. Donc, c'est pas l'image de l'architecte qui veut signer tous les bâtiments qu'il fait. Lui, elle a semé une graine. C'était son diplôme. Elle a vécu 1 an là-bas, elle a fait son diplôme, c'était l'école. Elle est rentrée en France, elle a payé la meilleure note, ses enseignants n'ont pas tout bien compris de ce qu'elle avait fait, voilà, mais elle a quand même après reçu un grand prix dessus, et on parlait de l'UNESCO au départ, elle est, ambassadrice pour l'UNESCO de la construction en terre. Voilà, pour voir ses premiers petits dessins, donc la structure du bas, c'est des murs en terre très épais qui permettent de bien s'isoler de la chaleur et en même temps de conserver la fraîcheur. Et l'étage, c'est au contraire l'air qui circule qui va permettre de rafraîchir. Ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à nos changements climatiques actuels, c'est de voir quels sont les patrimoines qui sont en capacité de gérer ces différences climatiques. On a un savoir-faire climatique, d'architecture bioclimatique assez phénoménal. À l'arrière, la façade ici, vous voyez, il y a des sortes comme un peu des échafaudages. Donc c'est pour planter. Là, ils sont en train de planter et faire le jardin pour nourrir les enfants qui viennent à l'école. Donc faire un potager. Donc à la fois ça isole, ça apporte de la fraîcheur, de l'hygrométrie, de la vapeur d'eau, et en même temps ça nourrit. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans tous nos patrimoines vernaculaires agricoles, c'est le lien entre la nourriture, d'où viennent les matériaux, le climat, et c'est ça qu'il faut regarder, c'est cet ensemble-là, ce que j'appelle les synergies. Et je reviens un instant en arrière, dans la partie basse en terre, voilà, il y a le mur
que je vous ai montré derrière. Vous voyez les fenêtres ici. Il est très très épais. Voilà, il a à peu près 3 mètres d'épaisseur et à l'intérieur, vous avez ces sortes de creux qui permettent aux enfants d'aller lire. Et c'est assez intéressant parce que vous êtes sur... là, on va très très loin, on va dans des architectures très rondes, très courbes, presque de l'ordre de la grotte en fait. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et ce que vous voyez à gauche, c'est les fenêtres, la lumière et l'enseignante ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont beaucoup participé à la construction et que souvent on associe quand même le patrimoine plutôt aux hommes. Et d'ailleurs, il y a le mot patrimoine, mais il devrait y avoir le mot matrimoine. Ça se développe aussi, cette notion-là. Elle est aussi intéressante. Et actuellement, donc, la construction en terre est très importante en France, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Il y en a dans notre région, mais il y en a aussi beaucoup vers Lyon. Dans les écoles d'architecture, maintenant, il y a des diplômes spéciaux. La plupart des étudiants sont introduits ou initiés à la construction en terre. Et chaque année, il y a un festival de la construction en terre qui s'appelle justement Terre de Femmes, qui a lieu à Lyon. Et donc, je vais encore y participer. Et donc, c'est à la fois des ouvrières, des chercheurs, des enseignantes, des artisanes qui travaillent la terre, mais après, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment on peut se réapproprier le patrimoine et les savoir-faire constructifs et les valoriser pour aujourd'hui. Dans la continuité, je vous ai parlé de Martin Roche tout à l'heure. Martin Roche, il a développé la construction en terre avec des techniques pour le faire aujourd'hui. Je vous montre ici le plus grand bâtiment construit en terre locale en Europe. Alors, vous le connaissez sans le connaître, parce que c'est l'usine qui fabrique les bonbons Ricola. Enfin, ils en ont plusieurs, c'en est une. Voilà, c'est là où ils traitent les plantes. Donc, vous voyez, c'est dans la ruralité complète. Il est entièrement fait en terre, mais c'est de la terre préfabriquée. Voilà, ce sont des éléments préfabriqués, vous les voyez, qui après s'emboîtent. Voilà, donc là, on est dans l'usine de préfabrication. Et il a mis au point tout un système pour que la terre ne se ravine pas avec l'eau, parce que la question de la terre, évidemment, c'est l'eau. Et voilà, donc le bâtiment, et vous voyez, l'architecte, il ne le regarde pas, son bâtiment, il le touche. Et ce qu'il y a d'intéressant avec aussi toutes ces architectures vernaculaires, autant la pierre, le bois que la terre, ce sont des architectures extrêmement sensuelles. Le patrimoine est sensuel, le béton n'est pas sensuel. On a oublié tous les sens, en fait, y compris les odeurs, et le patrimoine nous rappelle ça aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment le patrimoine leur a permis d'innover, en fait. Comment il a permis d'aller plus loin. Voilà. Et donc, c'est toute cette dimension de prendre soin, passons mes soins, de synergie et d'écosystème. Avant-dernier indice, on va dans le Cantal cette fois, donc on revient en France. Nicolas, c'était en Suisse, on était dans la ruralité déjà, mais l'indice 5, c'est le patrimoine rural vivant. Alors, ce petit bâtiment que vous avez repéré ici, donc c'est une petite commune du Cantal, toute petite, et qui est dans le parc naturel régional des Monts d'Auvergne. Et ça, c'est une halle qui est dans la maison du parc, qui constitue un peu une maison de parc. Ce bâtiment a reçu le Grand Prix d'architecture et un certain nombre de prix. Or, si on se rappelle, il y a quelques années, qui allait recevoir le prix, c'était des grands bâtiments, des grands musées, des grandes fondations, etc. Et là, aujourd'hui, et finalement, le Grand Prix d'architecture, c'est le patrimoine de demain, quoi. Et en fait, là, le patrimoine de demain, c'est une petite halle dans le fin fond du Cantal, dans une toute petite commune très rurale. Pour y aller, il y a beaucoup de routes qui tournent, mais c'est très, très, très beau. Et il est lié à tout l'aménagement et là, autour de la rivière, toute une lecture du territoire et du paysage. Ça s'appelle les chemins d'interprétation. Mais c'est surtout aussi un lieu ouvert à tout le monde.
L'architecte habite lui-même dans un petit village à côté. Et ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a repris, il a analysé le patrimoine des granges locales. Il a repris les mêmes principes, mais il les a réinterprétés de charpente, ainsi que l'implantation aussi sur le site, parce que c'est comme ça aussi que sont implantées dans la pente les granges traditionnelles, parce qu'on a bon, les bêtes en bas, le foin en haut, etc. C'est un bâtiment qui est totalement ouvert sur le paysage, qui est à la fois lieu de fête pour les marchés, etc., etc., lieu de rencontre, de départ pour les randonnées, parce qu'il y a plein de randonnées ici, et qui met en scène à la fois le territoire et son paysage. Ah, je voudrais savoir combien de temps il reste. Bon, alors il n'en reste pas, donc j'aurais voulu vous présenter un dernier indice, mais voilà, s'il y a un moyen de communiquer, c'est un petit film de 4 minutes. On le mettra, je me permets, sur peut-être. Voilà, vous le mettrez pour ceux qui voudront le consulter, parce que c'est tout un travail qu'il a fait sur un petit village, rien qu'en réaménageant les espaces publics avec les savoir-faire locaux sur les manières de gérer les pierres. Donc rien qu'avec les pierres locales, les savoirs locaux, mais aussi toute la végétation locale, sur les manières. Vous voyez, ça c'est. Vous voyez, j'ai pas une borne en béton grise qui s'arrête pour aller dans l'herbe. On a le petit banc qui arrête la voiture, et après je vais dans les champs et je vais dans les jardins du village un peu plus loin. Donc c'est tout un travail d'attention au territoire. J'avais commencé dans les îles, voilà, et pour poser la question de ce patrimoine, je vais aller vite, qui pose le fait que le patrimoine est révélateur de notre identité des lieux, d'une part. Donc, comment on conserve cette identité, comment on rapproche création et protection. Ça, c'est comment on approche mémoire et projet, transformation et conservation. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Quel est le rapport entre l'œuvre patrimoine et l'œuvre projet? Qu'est-ce qu'on peut apporter au patrimoine aussi? Et puis la grande question, c'est comment vieillir avec le patrimoine vivant? Et on ne peut pas penser patrimoine sans penser les enjeux culturels, sociaux. Et puis on ne peut pas aussi penser le patrimoine comme un divertissement, ni comme une consommation touristique, mais au contraire comme un lieu d'interrogation sur nous-mêmes, sur notre société. Quand j'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est drôle, ces ermites qui vivent tous ensemble, pour parler de la Chartreuse de la Verne. Donc, réinvestir le patrimoine, c'est le préserver, mais avec l'opportunité de le faire vivre, de faire vivre aux visiteurs une expérience sensible et intellectuelle. Donc, une architecture qui produit à la fois de l'émotion, du sens, de l'action, de l'usage, et finalement de l'expérience de soi. Voilà, je m'arrêterai là, il manque encore une partie, mais on pourra mettre aussi le petit film.